Messieurs les ministres, collègues, en mars dernier, à la France insoumise, comme beaucoup de gens dans le pays, nous étions déjà inquiets. Nous le sommes toujours, nous le sommes de plus en plus. Inquiets pour la santé de nos proches, inquiets pour celle de nos concitoyennes et concitoyens. Inquiets de l'ampleur de l'épidémie et de ne pas voir de porte de sortie. Inquiets aussi des conséquences du confinement sur la population, sur l'emploi, sur les liens humains, sur les libertés individuelles et publiques, mais surtout sur la misère, sur la faim. Je l'ai déjà dit dans cette Assemblée, mais je ne cesserai de le répéter tant que vos réactions et surtout vos décisions ne seront pas à la hauteur. Dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, le préfet en personne s'était inquiété d'un risque d'émeute de la faim et faisait état depuis des mois de 15 à 20 000 personnes risquant la famine, rien que dans ce département. Depuis le mois de mars, encore plus que d'habitude, ce sont les collectifs de citoyens et les associations qui y supplantent très largement l'État, à bout de bras, avec des moyens dérisoires au regard de la gravité de la situation. Ce matin encore, on me rapportait que rien que dans la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, la demande d'aide alimentaire est si importante que le collectif qui se charge des distributions est désormais contraint de sélectionner les cas les plus prioritaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ce constat implique, chers collègues, si vous vous rendez compte de l'ampleur du problème dont je parle, si vous vous rendez compte de ce qu'il faut de courage à des parents pour se lever le matin en ne sachant pas s'ils vont pouvoir nourrir leurs enfants le soir, au point pour certains de préférer se sacrifier et ne pas manger pendant des jours pour sauver la mise de leurs enfants, comme nous l'avait raconté l'association Villejuifois Solidaire lors d'une audition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce dont je vous parle a lieu en France, dans les foyers des citoyens dont vous êtes la représentation nationale. Quelle réponse apportent nos gouvernants à la banalisation de ces situations, à la banalisation de l'extrême pauvreté et de la faim en France? Que faites-vous, messieurs les ministres, pour éradiquer la misère à l'heure où plus de 10 millions de Français sont désormais sous le seuil de pauvreté, soit, selon l'INSEE, 2 millions de plus que depuis le début de la crise? Alors certes, monsieur le rapporteur, ce n'est pas tous les Français, mais vous admettrez avec moi que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. D'une main, dans le PLF, vous continuez les coupes budgétaires indécentes. Je pense notamment à celles des ministères du Travail, de l'Écologie, des Finances, mais aussi dans les dépenses structurelles de santé du PLFSS. Vous allez même jusqu'à diminuer sans gêne le montant de l'aide alimentaire de 8 millions d'euros après ce que je viens de vous décrire. De l'autre main, vous avancez avec cet énième PLFR, qui n'est qu'une preuve de plus de l'échec de votre stratégie et de votre manque de planification. En distribuant des miettes de fin d'année avec votre aide exceptionnelle de peu de choses, alors que tout le monde attend l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, vous n'avez rien de mieux à offrir qu'un versement unique de 150 €. Ces 150 €, ça sonne bien. Ça aide toujours plus que les 0 € des 10 derniers mois. Mais sur 10 mois de crise, ça représente à peine 50 centimes par jour. Il vous aurait fallu chacun l'équivalent de plus de 40 jours de cette aide pour payer ne serait-ce que votre repas ce midi au restaurant de l'Assemblée. Pendant ce temps, lorsque nous vous interpellons sur le RSA, vous nous prétextez de vos bancs à l'Assemblée que ce serait un fort mauvais message adressé aux jeunes, que ce n'est pas comme ça que vous voyez l'avenir des jeunes. Vous estimez que les 330 millions d'euros mis dans le dispositif de retour à l'emploi, d'insertion par l'activité économique et je ne sais quel prolongement de l'apprentissage vendu désormais comme un emploi, serait la solution. Comme si les jeunes sans emploi et n'ayant pas ou plus droit au chômage en seraient satisfaits et auraient besoin d'une bonne leçon de misère pour aspirer à travailler. Cette réponse, moins que jamais dans la situation que nous connaissons, c'est celle du mépris de classe et du déni de responsabilité. Puisque cela consiste à prétendre que quand les jeunes crèvent de faim, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché du travail assez fort et qu'au final, ça leur apprendra la vie. Au lieu de reconnaître qu'il n'y a pas de travail pour eux et que le pays est en ruine en partie par votre faute, dans votre politique, à amplifier les effets de la crise épidémique. Vous êtes donc responsable de leur misère. Vous êtes responsable de ceux qui ont la boule au ventre de ne pas encore avoir réussi à trouver leur alternance à mi-novembre, qui angoissent en alignant les demandes de stages mal payés ou se plient en quatre pour l'espoir d'être embauchés au SMIC en mi-temps
alors qu'ils sortent d'un bac+5. C'est vous qui n'avez pas été capable d'imposer des conditions pour les cadeaux que vous avez faits aux grandes entreprises, depuis le début du mandat jusqu'à votre plan de relance. Vous avez distribué tranquillement l'argent des Français à des entreprises qui continuent à licencier tout en gavant leurs actionnaires de dividendes. Vous avez laissé faire sans encombre ce que j'appelle les profiteurs de crise et autres Amazon, qui se sont fait des milliards d'euros grâce au Covid, sans rendre de compte à personne, surtout pas à leurs employés, et rarement au fisc. En revanche, quand il s'agit d'aider les indépendants, les commerçants, les PME en difficulté, là, étrangement, vous voilà capable d'imposer tout un tas de conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité que non, Monsieur le Ministre, je ne trouve pas à la hauteur. Vous avez, tout à l'heure, j'ai entendu dédicacer ce PLFR aux commerçants. Je pense que beaucoup d'entre eux doivent trouver cette dédicace amère. Parce que le résultat, selon les secteurs, certaines entreprises en grande difficulté à cause de la crise ne vont pouvoir toucher que l'aide plafonnée à 1 500 €. Et pire encore, un très grand nombre de personnes et d'entreprises ne vont rien pouvoir toucher du tout, au prétexte que leurs pertes n'atteignent pas les 50% de leur chiffre d'affaires habituel. Et cela, quel que soit leur revenu. Mais dans quel drôle de monde vous vivez? Si vous pensez qu'un artisan qui se payait jusque-là à peine au SMIC peut se permettre de perdre 45% de son chiffre d'affaires sans avoir besoin d'aide, dans quel monde vous vivez si vous trouvez normal qu'un indépendant puisse se retrouver d'un coup avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté sans avoir le droit de toucher d'aide, tandis qu'un autre pourrait être indemnisé en ayant maintenu un revenu de plusieurs milliers d'euros par mois? Quant au loyer que vous avez évoqué, Monsieur le ministre, où finalement vous demandez au bon vouloir des bailleurs le fait de céder le mois de novembre, je crains bien que ça reste un vœu pieux pour beaucoup. Comment sont censés faire tous ces gens que vous abandonnez? Ceux qui n'en peuvent plus de compter chaque centime d'euro, ceux qui espéraient enfin une revalorisation des minima sociaux, mais se retrouvent juste avec 100 ou 300 € de miettes de plus qui seront engloutis sous leurs agios. Je pense notamment à l'amendement que vous avez refusé hier, qui permettait justement pour les plus pauvres et les plus défavorisés de geler les agios pris par les banques. J'hallucine tous les jours en vous entendant répéter les mêmes artifices, les mêmes mots, les mêmes feintes. Comme il y a quelques jours encore, lorsque j'entendais le ministre de l'économie, M. Le Maire, nous présenter ce texte, vous l'avez encore fait tout à l'heure, en répétant encore que de toute façon, il faudra rembourser la dette. Non seulement vous savez que c'est faux, mais vous savez aussi que c'est de toute façon impossible. Et au lieu d'en prendre acte, vous continuez à répéter ces mêmes mantras, comme pour vous en convaincre vous-même, ou plutôt, et je vous vois venir, pour nous convaincre d'avance de la nécessité qu'il y aura à faire de nouvelles économies sur les dépenses publiques, politique qui nous a amenés dans l'affaiblissement de l'État que nous payons tous, et de réformes structurelles, et par réforme structurelle, bien évidemment, celle de relancer votre ravageuse réforme des retraites. Au lieu de vous préoccuper de maintenir votre cap libéral, votre politique de l'offre, pour sortir de la crise que nous traversons, vous auriez peut-être pu, pour une fois, jeter un œil à nos propositions, vous qui avez échoué à tester, tracer, isoler, soigner, faute de mesures concrètes prises à temps, ne serait-ce qu'au service immédiat des hôpitaux publics. D'ailleurs, le rectificatif de dernière minute contenu dans ce PLFR en faveur de la santé publique, que vous proposez une fois de plus, montre bien que vous n'avez pas suffisamment fait depuis mars et que vous vous réveillez en retard et insuffisamment. Nous vous avons présenté avec la France Insoumise un contre-budget avec des mesures d'urgence pour la période que nous traversons. Ce contre-budget, c'est finalement notre budget d'alternance au PLFR 4. C'est surtout, plus encore, l'amorce budgétaire de ce que j'appellerais un alter-confinement. C'est l'opposé de votre politique à la petite semaine, qui enchaîne PLFR sur PLFR au lieu d'organiser et de planifier. Notre contre-budget, parce qu'on ne pourra continuer sans dégâts irrémédiables à confiner à l'avenir tout un peuple et de façon en outre aussi incohérente, que je parle d'incohérence, je pense par exemple à l'idée d'un côté d'un confinement social strict ou familial strict, mais l'obligation d'aller travailler sans aucune règle réelle sur l'adaptation, la réduction du temps de travail, permettant par exemple de limiter les contaminations dans les transports et sur les lieux de travail. Je pense à l'ouverture d'un côté des supermarchés, mais la fermeture de petits commerces présentant pourtant
parfois de meilleures assurances en matière de protection. Notre contre-budget, donc, c'est une amorce pour éviter d'enchaîner confinement après confinement, comme des cartes de joker qu'on pose quand on ne sait plus quoi jouer. Pour cela, il faut mettre le budget qu'il faut et faire l'effort de penser à la fois l'urgence et le temps long. Et c'est bien le rapport avec ce PLFR 4 auquel nous nous opposons et nous opposons cette alternative. Il faut, comme nous le proposons sans relâche, aller chercher l'argent là où il est. Ça commence par là. C'est-à-dire d'abord chez les profiteurs de crise, puisque vous dites que nous sommes en guerre, que vous arrosez de milliards, chez les évadés et les fraudeurs fiscaux, que vous ne traquez plus suffisamment et à qui vous envoyez un message rassurant en supprimant encore 1800 équivalents temps plein à la DGFiP du ministère des Finances, chargée justement de faire en sorte qu'ils arrêtent de sévir ou qu'ils sévissent moins. Chez les ultra-riches, à qui vous avez offert la suppression de l'ISF. Nous vous demandons aujourd'hui, et voilà ce que devrait contenir un PLFR, de réintroduire dès maintenant un impôt sur la fortune, qui permettra de rentrer tous les ans 10 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Nous vous demandons de vous attaquer aux dividendes, notamment de celles d'entreprises qui reçoivent des aides de l'État, de taxer les transactions financières, de supprimer les si nombreuses niches fiscales antisociales, anti-écologiques, avec ne serait-ce qu'une poignée de ces mesures-là, même temporaires si vous le souhaitez pendant la crise. C'est tout un horizon des possibles qui se rouvrirait au moment où nous en avons le plus besoin. Nous serions ainsi en mesure de mettre l'argent là où il faut. Cet argent pourrait, par exemple, financer les masques gratuits, ce qui devrait être l'évidence puisqu'ils sont devenus obligatoires, y compris pour les enfants au-dessus de 6 ans, contrairement à ce que vous affirmiez il y a encore quelques semaines. Et ça relève d'une mesure de santé publique en évitant les ports répétés de masques usagés. Ce même argent pourrait financer le recrutement de soignants, de personnel pour nos hôpitaux, nos EHPAD, de financer l'augmentation de leurs salaires et la création d'un pôle public du médicament. Cet argent permettrait aussi de mettre en place des mesures sociales immédiates, enfin à la mesure de la gravité de la situation sociale, à commencer, je l'ai dit tout à l'heure, par celle des plus jeunes pour lesquels le RSA doit tout de suite être élargi aux 18-25 ans. Et pour lesquels, ces jeunes, nous proposons également la création de 300 000 emplois jeunes pour 5 ans, payés au SMIC. Ces emplois jeunes qui seraient par exemple si utiles pour permettre de répondre aux revendications des enseignants venus manifester ce mardi sous les fenêtres du ministère de M. Blanquer, qui proposent eux aussi des solutions immédiates d'alterconfinement, par exemple avec le dédoublement automatique des classes. Cet argent permettrait également de relever les minima sociaux de façon à ce que personne ne vive plus sous le seuil de pauvreté, de revenir sur la réforme du chômage, de financer une année blanche pour les intérimaires et les extras de la restauration et de l'hôtellerie, de venir en aide au monde de la culture qui est en train de mourir sous nos yeux. La liste des mesures que nous vous proposons est encore longue, mais concrète et applicable immédiatement. Il est encore temps. Prise dans leur ensemble, comme un projet à la hauteur de la crise que nous vivons, elle permettrait aussi d'amorcer une véritable transition écologiste, ne serait-ce que pour permettre d'atteindre les chiffres avancés par les accords de Paris, soit maintenant un investissement nécessaire de 50 milliards d'euros par an, comme le disent la plupart des associations, et qui fait que plus on recule, plus cette somme augmente. Malheureusement, vous préférez, comme à votre habitude, ne jeter à nos amendements et nos propositions qu'un regard de dédain. Et quand je dis de rejeter à nos amendements et nos propositions, j'inclus toutes les oppositions. D'ajouter votre suffisance à votre insuffisance avec cette énième rectification de budget désastreux, en refusant d'écouter vos oppositions politiques, comme la semaine dernière, dans le débat sur l'état d'urgence, et ceux qui éduquent, soignent, travaillent, qui ont tant de propositions à vous faire, ne serait-ce que pour vous éviter d'accumuler toutes les erreurs. Pour toutes ces raisons, nous appelons bien entendu à rejeter ce plan de loi de finances rectificative numéro 4. Je vous remercie.